Dans la lumière tamisée du salon de première classe du vol 412, Élise Dubois avançait avec l'assurance d'une femme qui avait conquis chaque mètre carré de ce luxe par son travail acharné. Les reflets dorés des LED encastrés dans les parois de la cabine dansaient sur les courbes élégantes du bois de noyer poli, caressant les sièges en cuir crème disposés avec une précision géométrique, chacun pensé pour offrir à la fois l'intimité d'un cocon et l'ouverture d'un salon parisien. Élise, PDG d'Horizon International, portait un tailleur gris anthracite taillé sur mesure, dont les lignes épurées soulignaient sa silhouette avec une élégance discrète mais indéniable. Son badge mondial de la compagnie, épinglé sur sa poitrine, scintillait comme une médaille, symbole de son ascension fulgurante dans un monde où chaque pas avait été une bataille. Elle s'installa au siège 1A, près du hublot, et ferma les yeux un instant, laissant le bourdonnement familier des moteurs de l'Airbus A300 vint l'envelopper comme une vieille berceuse. Ce vol vers Miami n'était pas un simple déplacement. Il portait en lui le poids d'une journée décisive, celle où elle devait finaliser l'acquisition d'Air Atlantique, une opération de 3 milliards d'euros qui couronnerait 18 mois de négociations acharnées. Chaque détail, chaque mot de sa présentation avait été peaufiné avec la minutie d'un horloger, car Élise savait que dans les salles de réunion aux boiseries sombres, on ne pardonnait aucune faiblesse, surtout pas à une femme comme elle, dont la présence dérangeait encore les gardiens d'un ordre ancien. Les murmures des autres passagers s'éteignirent lorsqu'elle passa, certains reconnaissant son nom dans les pages économiques du Figaro ou les manchettes des revues d'aviation, d'autres détournant le regard, intimidés par l'aura d'une femme qui semblait porter le poids du monde avec une grâce insolente. Élise ne prêta pas attention à ces regards. Elle avait appris, au fil des ans, à ignorer les jugements silencieux, les chuchotements dans les couloirs des grandes firmes, les sourires condescendants des hommes en costume qui pensaient qu'elle n'avait pas sa place. Elle ouvrit son iPad, parcourant une dernière fois les chiffres de l'acquisition, valorisation, pourcentage de dilution, risque juridique, une chorégraphie complexe de données qu'elle maîtrisait comme une partition. Le tintement discret du chariot de boisson, poussé par une hôtesse, et les annonces feutrées de l'équipage formaient une toile de fond apaisante, un rituel qui la préparait mentalement à la bataille à venir. Mais ce calme fut brisé par l'apparition de Claire Beaumont, une hôtesse au chignon impeccable, dont le visage, habituellement avenant, était crispé par une tension mal dissimulée. Elle tenait une tablette et un scanner pendaient à son poignet, comme une arme maladroite. « Madame Dubois », dit-elle d'une voix trop polie, presque mécanique, « je suis désolée, mais il y a eu un changement d'appareil. Nous devons réassigner votre siège. » Élise ouvrit les yeux, son regard perçant croisant celui de Claire. « Un changement d'appareil » répéta-t-elle, sa voix calme mais teintée d'une pointe d'incrédulité. Elle détacha sa ceinture avec une lenteur délibérée, chaque geste mesuré comme une réponse à un défi implicite. « Ma réservation a été confirmée hier. Je suis en 1A. » Claire consulta sa tablette, évitant le regard d'Élise, ses doigts crispés sur l'écran. « Je comprends votre frustration, madame. Mais la première classe est complète. Vous êtes réassignée en économie plus, siège 14C. » Un silence lourd s'abattit sur la cabine, comme si l'air lui-même s'était figé. Les passagers voisins, un homme d'affaires en costume sombre et une jeune femme élégante 2 rangées derrière, retinrent leur souffle, sentant la tension monter comme une vague prête à déferler. Élise sentit une chaleur familière envahir sa poitrine, non pas une colère brute, mais une indignation contenue, forgée par des décennies de lutte dans un monde qui cherchait trop souvent à la reléguer au second plan. Elle se leva, son tailleur impeccable contrastant avec l'atmosphère soudain étouffante de la cabine. « Pardon, dit-elle, sa voix douce mais tranchante comme une lame d'acier trempée, j'ai payé pour la première classe. » Claire serra sa tablette plus fort, ses jointures blanchissant sous l'effort. « Madame, je ne fais que suivre le protocole, » répondit-elle, son ton plat trahissant une pointe d'agacement, comme si elle reprochait à Élise de compliquer une situation qu'elle jugeait banale. Élise inclina légèrement la tête, son regard ne quittant pas celui de l'hôtesse. « Le protocole » répéta-t-elle, chaque mot prononcé avec une clarté cristalline. « Le protocole exige de confirmer la réservation d'un passager avant de l'obliger à accepter un siège inférieur. » Les murmures s'élevèrent parmi les passagers, un frémissement d'agitation parcourant la cabine comme une vague prête à s'écraser. Claire, déstabilisée, scanna à nouveau le billet d'Élise, comme si elle espérait que l'écran corrigerait une erreur. Le scanner émit un bip sec, implacable, confirmant le changement. 14e. Économie plus. Élise resta immobile, son regard perçant celui de Claire, un regard affûté par des années de bataille contre la condescendance et les préjugés. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-elle, sa voix basse mais résonnante,
chaque syllabe portant le poids d'une autorité durement acquise. Claire pâlit, son scanner s'abaissant légèrement, comme si le poids de ses mots l'avait désarçonnée. Pendant une fraction de seconde, son masque de froideur se fissura, révélant une lueur d'incertitude. Élise sentit le pouvoir basculer, subtil mais indéniable. Ce n'était pas une question d'ego ou d'entitlement, mais de respect, celui qu'elle avait arraché à un monde qui le lui refusait trop souvent. Parmi les passagers, un jeune homme de 17 ans, Lucas Martin, observait la scène avec des yeux écarquillés, son carnet de notes sur les genoux. Il voyageait avec son père, Pierre, un ingénieur retraité au visage marqué par les années, pour un stage à Miami. Lucas, passionné d'aéronautique, avait lu un portrait d'Élise dans le Figaro et reconnu immédiatement la femme qui se tenait devant lui. Il murmura à son père. « C'est elle, la PDG d'Horizon. Il n'aurait pas dû faire ça. » Pierre, en costume froissé, hocha la tête, impressionné par la dignité d'Élise face à cette provocation. « Elle ne va pas se laisser faire, » répondit-il à voix basse, un sourire discret aux lèvres. Une autre passagère, Sophie Leroux, une journaliste d'une cinquantaine d'années au regard vif, observait depuis son siège en Économie Plus. Elle voyageait pour un reportage sur l'industrie aéronautique et sortit discrètement son téléphone, prête à documenter la scène. Sophie, avec ses lunettes élégantes et son écharpe en soie, murmura à son voisin. « Cette femme va faire trembler cette compagnie. » Élise, ignorant les regards autour d'elle, répondit à Claire avec une fermeté tranquille. « Je vais attendre à la porte d'embarquement. » Elle se glissa dans l'allée, passant devant des passagers médusés, certains lui offrant un hochement de tête discret, comme une reconnaissance silencieuse de sa détermination. Alors que la porte de la cabine se refermait derrière elle, étouffant les murmures des autres, Élise savait que ce n'était pas la fin, mais le début d'une lutte qu'elle mènerait avec la même précision qu'elle mettait dans ses négociations. Quelques heures plus tôt, dans son hôtel particulier du 8 arrondissement de Paris, Élise s'était réveillée au son d'un carillon doux, une mélodie qu'elle utilisait depuis ses débuts comme analyste junior dans une firme financière. Assise au bord de son lit king size, elle avait contemplé la ville endormie à travers les grandes fenêtres donnant sur les toits d'ardoise et les cheminées de Paris. La capitale, avec ses lumières vacillantes comme des étoiles dans un ciel d'encre, semblait lui murmurer de se préparer pour une journée qui changerait tout. Elle s'était levée, enfilant un tailleur gris anthracite signé Chanel, dont les lignes épurées épousaient sa silhouette avec une élégance intemporelle. Une chemise blanche en soie, un collier de perles fines, un héritage de sa grand-mère bretonne, et des escarpins noirs complétaient sa tenue, une armure d'élégance pour affronter les regards scrutateurs des salles de réunion. Dans la cuisine, sa gouvernante, Margot, une femme robuste aux cheveux grisonnants, entra avec un plateau d'argent. « Bonjour, Madame Dubois, » dit-elle, posant un espresso fumant et une tartine de confiture de figues artisanale. Margot, fidèle depuis une décennie, connaissait les deux facettes d'Élise. La dirigeante implacable qui dominait les conseils d'administration et la femme sensible, marquée par des années de combat contre les préjugés. « Merci, Margot, » répondit Élise, savourant l'amertume de l'espresso, un rituel matinal qui la réveillait comme une décharge d'adrénaline. « Grande journée aujourd'hui. » Margot sourit, un éclat complice dans les yeux. « Montrez-leur qui commande, madame. » Élise acquiesça, ses yeux déjà plongés dans son iPad, où défilaient les chiffres de l'acquisition d'Air Atlantique. Une valorisation de 3 milliards d'euros, des pourcentages de dilution d'actions et des analyses de risques juridiques. Ces données formaient une chorégraphie complexe qu'elle maîtrisait avec la précision d'une danseuse étoile. Après un entraînement matinal sur son vélo d'appartement, non pas pour les calories, mais pour canaliser son énergie comme une méditation en mouvement, Élise se doucha, laissant l'eau chaude chasser toute trace de doute. Sous la vapeur, elle visualisa la salle de réunion d'Air Atlantique, ses panneaux de bois sombre, l'air chargé d'attente et de tension. Son plan d'intégration culturelle, aussi crucial que l'aspect financier de l'acquisition, serait son arme secrète. Elle voulait transformer Air Atlantique, non pas seulement en chiffres, mais en valeurs, en respect, en équité. En s'habillant, elle glissa dans sa poche un stylo Montblanc, un cadeau de son père, un ancien professeur de littérature qui lui avait appris que chaque mot, chaque geste, devait avoir un sens. « C'est ton arme », lui avait-il dit un jour, plus puissante qu'un discours. Dans la voiture qui la menait à l'aéroport Charles de Gaulle, conduite par son chauffeur, Étienne, un ancien militaire au regard calme, Élise relut ses notes. Son esprit affûté comme une lame. Paris s'éveillait doucement, ses boulevards illuminés par les phares des taxis et les premières lueurs de l'aube. Elle savait que chaque réunion, chaque vol, était une bataille pour prouver sa place dans un monde qui doutait encore d'une femme noire à la tête d'une multinationale. Étienne, sentant la gravité du moment,
lui lança un regard dans le rétroviseur. « Bonne réunion, madame. » Élise sourit légèrement. « Merci, Étienne. Ce sera le cas. » À l'aéroport, l'enregistrement prioritaire fut rapide. Élise tapa son téléphone sur le kiosque d'Air Atlantique, confirmant son siège ENA en première classe. « Tout est en ordre, » murmura-t-elle, satisfaite. Mais à la porte d'embarquement, un agent, Paul Lefebvre, un jeune homme aux yeux fatigués mais au sourire professionnel, fronça les sourcils en scannant son billet. « Madame Dubois, je vois un changement. Vous êtes en 14C, économie plus. » Le choc fut comme une gifle, rapide et cinglante. Élise sentit son cœur s'accélérer, mais son visage resta impassible. « C'est une erreur, » dit-elle, montrant la confirmation sur son téléphone. Paul, mal à l'aise, expliqua qu'un changement d'appareil, un Airbus A320 remplaçant un Boeing 787, avait réduit la capacité de la première classe de 8 à 4 sièges. « La première classe est pleine, » ajouta-t-il, son ton empreint d'une excuse sincère mais impuissante. Élise sentit une vieille blessure se rouvrir, celle des innombrables fois où elle avait été mise de côté, sous-estimée, reléguée à une place qu'on jugeait plus appropriée pour elle. Mais elle garda son calme, sa voix mesurée comme un scalpel. « Appelez votre superviseur, s'il vous plaît. » Paul s'éloigna, son talkie-walkie crépitant alors qu'il contactait son supérieur. Élise resta debout, son tailleur impeccable, contrastant avec l'agitation du terminal. Lucas Martin, qui attendait non loin avec son père, observa la scène. « Elle ne va pas se laisser faire, » murmura-t-il, admiratif. Son carnet de notes ouvert sur une page remplie de schémas d'avion. Élise, sentant son regard, lui offrit un sourire discret, comme pour dire « Attends, tu verras. » Sophie Leroux, quant à elle, ajusta ses lunettes et prit une note mentale, son instinct de journaliste flairant une histoire. Le superviseur de Paul, un homme corpulent nommé Marc Dubois, aucun lien de parenté, confirma l'impossibilité de revenir en première classe. « Je suis désolé, madame, mais le système a réassigné les sièges automatiquement. Vous avez la priorité si un siège se libère à la porte. » Élise, contenant sa frustration, prit la direction de l'économie plus, chaque pas résonnant comme une promesse silencieuse. Elle ne laisserait pas cet affront impuni. Assise en 14C, un siège en sortie de secours offrant un peu plus d'espace, elle ouvrit son iPad et envoya un courriel à son avocat, Antoine Bisset, tracer chaque changement de ma réservation. Je veux des logs, des horodatage, des identifiants d'opérateurs, tout. Alors que l'avion roulait sur le tarmac, Claire Beaumont réapparut, son chariot grinçant dans l'allée. Son regard croisa celui d'Élise, froid, presque provocateur. « Madame Dubois, puis-je voir votre billet ?» demanda-t-elle, son ton chargé d'une politesse feinte. Élise tendit son billet imprimé. L'orange criard de l'économie plus jurant contre le gris élégant de son tailleur. Sans un mot, Claire le saisit et dans un geste théâtral, le déchira en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber au sol comme des feuilles mortes. Un hoquet collectif parcourut la cabine. Lucas, bouche bée, serra le bras de son père. Sophie Leroux sortit son téléphone, filmant discrètement la scène. Élise, le cœur battant à tout rompre, fixa les fragments de papier qui jonchaient le sol. « Peut-être que l'économie vous convient mieux ?» lança Claire, un sourire narquois aux lèvres, ses mots trempés d'une cruauté à peine voilée. Élise se leva, sa voix douce mais tranchante comme une lame. « Vous pouvez déchirer mon billet, Madame Beaumont, mais vous ne déchirez jamais ma détermination. » Claire recula, son assurance vacillant sous le poids de ce regard. Sophie murmura à son voisin. « Cette femme va changer les choses. » Lucas hocha la tête, impressionné, griffonnant une note dans son carnet. « Élise Dubois, courage. » Élise ramassa un morceau de billet, le plus grand, et le glissa dans sa poche comme un talisman, un rappel de l'indignité qu'elle venait de subir et de la bataille qu'elle s'apprêtait à mener. Puis, elle sortit son téléphone et composa le numéro de la Direction générale de l'aviation civile. DGAC. « Bonjour, je suis Élise Dubois, PDG d'Horizon International. Je signale une violation grave des protocoles de sécurité par Air Atlantique. Je demande l'arrêt immédiat de leur flotte pour une inspection technique complète. » La voix de l'opérateur trembla légèrement. « Arrêter toute la flotte ? » « C'est une mesure exceptionnelle, madame. » Élise répondit, imperturbable. « Des situations exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles. Si un superviseur peut manipuler les manifestes de passagers, qu'en est-il des journaux de maintenance? Je veux que chaque avion soit vérifié pour garantir la sécurité des passagers. » Un silence suivit, ponctué par le cliquetis d'un clavier. « Tenez la ligne, madame, » répondit l'opérateur.
Élise raccrocha, son pouls battant à un rythme régulier. Elle sentit les regards des passagers autour d'elle, certains curieux, d'autres admiratifs. Lucas lui adressa un pouce levé, un geste timide, mais sincère. Sophie, toujours en train de filmer, murmura. « C'est historique !» Quelques minutes plus tard, l'avion ralentit brusquement, ses moteurs grondant à un rythme différent. Le commandant de bord prit la parole, sa voix calme, mais teintée d'urgence. « Mesdames et messieurs, nous retournons à la porte d'embarquement suite à un ordre de la DGAC. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures. » Un murmure d'incrédulité parcourut la cabine. Les passagers échangèrent des regards, certains agacés, d'autres inquiets. Élise, assise en 14C, sentit une satisfaction froide l'envahir, comme une vague qui nettoie tout sur son passage. Elle toucha le morceau de billet dans sa poche, son bord déchiqueté sous ses doigts. Ce n'était pas seulement une question de siège, ni même d'humiliation personnelle. C'était une question de respect, de sécurité, de justice. Et alors que l'avion s'immobilisait contre la porte d'embarquement, Élise savait que sa révolte en altitude venait de commencer, une révolte qui ferait trembler non seulement Air Atlantique, mais tout un système qui tolérait l'injustice sous couvert de protocole. L'avion s'immobilisa contre la porte d'embarquement, ses moteurs grondant doucement avant de s'éteindre, comme un géant endormi. À travers les hublots, le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle scintillait sous les projecteurs, une mosaïque de lumière reflétant le chaos discret qui s'installait dans la cabine. Les passagers, encore sous le choc de l'annonce du commandant, échangeaient des murmures agités, leurs regards oscillant entre confusion et impatience. Élise Dubois, assise en 14 quai, gardait une posture droite, son visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une détermination froide. Elle venait de déclencher une tempête en appelant la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, pour exiger l'arrêt de la flotte d'Air Atlantique, une décision qui, elle le savait, ferait trembler les fondations de la compagnie. Son téléphone vibra dans sa poche, un message d'Antoine Bisset, son avocat. Logs récupérés. Jacques Moreau a modifié votre réservation manuellement à 5h52. Note vocale jointe. Élise ouvrit le fichier audio et la voix rauque de Jacques, un superviseur d'Air Atlantique, emplit ses écouteurs. Qu'elle ressente ce que nous endurons. Ces mots, prononcés avec une satisfaction mesquine, firent monter une vague d'indignation dans sa poitrine. Mais elle la contint, la transformant en une énergie calculée, comme un alchimiste transformant le plomb en or. Elle répondit à Antoine, « Intégrez ceci dans ma présentation pour le conseil. Je veux que chaque membre entende cette voix. » Puis, elle se leva, son tailleur gris anthracite impeccable, malgré l'humiliation subie, et se dirigea vers le rideau séparant l'économie plus de la première classe. Les passagers tournèrent la tête, leurs murmures s'éteignant comme une flamme sous la pluie. Claire Beaumont, l'hôtesse qui avait déchiré son billet, se tenait près du chariot de boisson, son regard vacillant entre défi et malaise. « Madame Beaumont, dit Élise, sa voix calme mais lourde d'une autorité indéniable. Ce que vous avez fait n'était pas un simple geste d'impatience. C'était une atteinte à la dignité, non seulement la mienne, mais celle de chaque passager qui place sa confiance en cette compagnie. Et si vous pensez que manipuler les protocoles est sans conséquence, détrompez-vous. » Claire, déstabilisée, bafouilla. « Je suivais les ordres, Madame Dubois. » Élise arqua un sourcil, son regard perçant comme une lame. « Les ordres ? Ou une vendetta personnelle orchestrée par quelqu'un qui croit pouvoir défier l'avenir de cette compagnie ?» Elle laissa les mots planer, lourds de sous-entendus, avant de retourner à son siège, ignorant les regards curieux des autres passagers. Sophie Leroux, la journaliste assise quelques rangées derrière, s'approcha discrètement, son carnet à la main. « Madame Dubois, je suis journaliste pour Le Monde. Ce que vous venez de faire, c'est extraordinaire. Puis-je écrire à ce sujet ?» Élise la dévisagea, notant l'éclat sincère dans ses yeux et l'écharpe en soie nouée avec soin autour de son cou, une touche d'élégance typiquement française. « Faites-le, répondit-elle, mais soyez juste. Ce n'est pas pour moi. C'est pour la sécurité et le respect de tous les passagers. » Sophie hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Vous avez ma parole. » Lucas Martin, le jeune passionné d'aéronautique, observait la scène depuis son siège, son carnet rempli de croquis d'avion désormais ouverts, sur une page où il avait écrit « Élise Dubois, une héroïne ». Il murmura à son père, Pierre, « Elle est incroyable, elle ne plie pas, même face à ça. » Pierre, dont le visage marqué par les années trahissait une vie de labeur, répondit doucement, « C'est plus qu'une femme d'affaires, Lucas, c'est une force de la nature, comme un Mistral qui balaie tout sur son passage. » Élise, sentant leur regard, leur adressa un sourire fugace, une reconnaissance silencieuse de ce soutien inattendu dans une cabine où elle s'était sentie si seule quelques instants plus tôt.
Alors que les passagers étaient invités à descendre, Élise resta un moment, rédigeant un second courriel à Antoine. Ajoutez une diapositive sur les anomalies potentielles dans les journaux de maintenance. Si Jacques peut manipuler un manifeste, il peut manipuler autre chose. Puis, elle composa un autre numéro, celui de l'Autorité des marchés financiers, AMF. Bonjour. Je suis Élise Dubois, PDG d'Horizon International. Je dépose une plainte pour manipulation frauduleuse des registres d'Air Atlantique. Les preuves sont en route. L'opérateur, une femme à la voix professionnelle mais légèrement tendue, répondit « Nous ouvrirons un dossier immédiatement, madame. Veuillez envoyer les documents via notre portail sécurisé. » Élise raccrocha, son pouls régulier, comme si chaque action renforçait sa résolution. Elle ramassa son sac, un élégant modèle en cuir noir signé Hermès, et descendit de l'avion, ses talons claquant contre le tapis de la passerelle avec une précision militaire. À l'extérieur, l'aéroport bourdonnait d'une agitation inhabituelle. Les employés d'Air Atlantique, visiblement perturbés par l'ordre de la DGAC, s'affairaient autour des avions cloués au sol. Élise, debout dans le terminal, observa la scène à travers une baie vitrée, son regard fixé sur un Airbus immobilisé, ses ailes luisant sous les projecteurs comme un oiseau captif. Elle toucha le morceau de billet déchiré dans sa poche, son bord irrégulier un rappel constant de l'affront qu'elle avait subi. Ce n'était pas seulement une question de siège ou d'ego. C'était une question de pouvoir, de respect et de la responsabilité qu'elle portait en tant que PDG. Quelques heures plus tard, à Miami, Élise entra dans la salle de conférence d'Air Atlantique, flanquée d'Antoine Bisset et de son assistante, Camille Durand, une jeune femme au regard vif qui gérait son emploi du temps avec une précision d'horloger. La salle, avec ses panneaux de bois sombre et ses chaises en cuir noir, exsudait une solennité pesante. Les 14 membres du conseil, dirigés par Philippe Renaud, président d'Air Atlantique, étaient assis autour d'une table en acajou qui semblait absorber la lumière. Philippe se leva, son sourire crispé masquant à peine une hostilité contenue. « Madame Dubois, bienvenue. Nous sommes réunis pour finaliser les termes de l'acquisition. Vos révisions semblent audacieuses. » Sa voix, polie mais lourde de sous-entendus, trahissait un mélange de ressentiment et de méfiance. Élise ignora le ton, posant son sac sur la table avec une grâce calculée. « Avant de discuter des termes, dit-elle, sa voix claire et ferme comme une note de clavecin, il y a une question plus urgente à régler. » Elle fit un signe à Antoine, qui projeta une diapositive sur l'écran géant de la salle. Un log redaté apparut, suivi d'un graphique audio. Antoine cliqua sur Play, et la voix rauque de Jacques Moreau résonna. « Qu'elle ressente ce que nous endurons. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Isabelle Garnier, la directrice financière, écarquilla les yeux, son stylo tombant sur la table avec un cliquetis audible. Henri Dupont, un membre du conseil au visage Rubicon, renversa son verre d'eau, les glaçons tintant comme un écho de la tension. Philippe Renaud serra la mâchoire, son expression oscillant entre choc et colère contenue. Élise avança d'un pas, sa présence emplissant la salle comme une tempête silencieuse. Jacques Moreau, superviseur d'Air Atlantique depuis 32 ans, a manuellement modifié ma réservation pour me rétrograder en économie plus. Puis, en vol, il a ordonné à une hôtesse de déchirer mon billet devant tous les passagers. Un acte délibéré d'humiliation. Elle laissa les mots planer, chaque syllabe pesant comme une pierre dans un lac immobile. Mais ce n'est pas seulement une question de respect personnel. Si un superviseur peut manipuler un manifeste de passagers, qu'en est-il des journaux de maintenance? Des contrôles de sécurité? Elle cliqua sur une autre diapositive, révélant une liste d'anomalies dans les registres d'entretien. Vérification de moteurs non documentés, entrée de données inexpliquées, rapport antidaté, un murmure parcourut la salle, comme une brise annonçant l'orage. Philippe Renaud s'éclaircit la gorge, son ton défensif. « Madame Dubois, c'est une accusation grave. Jacques a été suspendu immédiatement. Cela ne suffit-il pas ?» Élise le fixa, son regard aussi acéré qu'une lame de guillotine. « Une suspension est un pansement sur une plaie béante. Ce que j'ai vu aujourd'hui reflète une culture d'impunité. Une culture qui tolère le sabotage et le mépris. J'exige un audit culturel par une tierce partie, une restructuration du leadership avec vos cadres supérieurs sous la supervision d'un comité mixte et des audits trimestriels de conformité. Sans ces conditions, l'acquisition est compromise. » Un silence tendu s'installa, ponctué par le bourdonnement discret du projecteur. Isabelle Garnier, pâle, intervint. « Philippe, sans cette acquisition, nous courons à la faillite dans les 6 mois. Le marché ne pardonnera pas ce scandale. » Henri Dupont, plus conciliant, ajouta
Donnons-lui 60 jours pour la transition du leadership, plutôt que 30. Élise inclina la tête, un geste presque imperceptible. Acceptable. Les stylos crissèrent sur le papier, scellant un accord qui ne se contentait pas de sauver l'acquisition, mais imposait une refonte complète de la culture d'Air Atlantique. Sophie Leroux, présente dans la salle en tant qu'observatrice invitée par un contact au conseil, notait chaque mot, son article pour Le Monde prenant forme dans son esprit. Elle griffonna. Élise Dubois, une révolte pour la dignité. Dehors, les gros titres commençaient à fleurir sur les écrans des terminaux Bloomberg. PDG d'Horizon fait plonger Air Atlantique en bourse. Une enquête de l'AMF ouverte. Les actions de la compagnie chutèrent de 15% en une heure. Un séisme financier déclenché par un simple appel depuis un siège en Économie Plus. Dans le centre opérationnel d'Air Atlantique, à des kilomètres de là, Jacques Moreau rangeait ses affaires dans un carton, son visage blême, ses mains tremblantes. Il avait cru que son geste, une petite vengeance contre une PDG, qu'il voyait comme une menace à son monde, passerait inaperçu. Mais il avait sous-estimé Élise. Il s'arrêta devant une plaque à l'entrée de son bureau, Air Atlantique, fondée en 1928. Pour lui, c'était la fin d'une carrière, mais aussi un reckoning personnel avec des décennies de privilèges incontestés. Élise, en quittant la salle de réunion, toucha le morceau de billet déchiré dans sa poche, désormais un symbole de sa victoire naissante. Elle reçut un message de Sophie. « Mon article sort demain. Vous avez secoué un empire. » Élise répondit. « Ce n'est que le début. » Elle monta dans une voiture qui l'attendait pour la conduire à son hôtel à Miami, regardant par la fenêtre les avions cloués au sol, leurs ailes immobiles sous les projecteurs. Chaque appareil immobilisé était une cicatrice visible de son action. Une preuve que le pouvoir, lorsqu'il est exercé avec justice, peut arrêter même les machines les plus imposantes. Dans la voiture, elle ouvrit son iPad et rédigea un courriel à son équipe de communication. Préparez un communiqué de presse. Nous annonçons un engagement pour la sécurité et le respect. Pas de compromis. Puis, elle s'adossa au siège, fermant les yeux un instant. L'image de Lucas, avec son pouce levé, et de Sophie, avec son regard déterminé, flottait dans son esprit. Ils représentaient ceux pour qui elle se battait, les anonymes, les oubliés, ceux qui attendaient qu'une voix s'élève pour eux. À l'hôtel, elle s'installa sur le balcon, un verre d'eau pétillante à la main, contemplant la skyline de Miami qui s'embrasait sous le coucher du soleil. Les lumières dansaient sur la baie, comme des étoiles tombées du ciel. Élise sentit une chaleur douce l'envahir, non pas de triomphe, mais de responsabilité. Elle avait transformé une humiliation personnelle en un acte de justice collective. Mais elle savait que la véritable bataille, celle pour changer une culture enracinée, ne faisait que commencer. Elle toucha à nouveau le morceau de billet dans sa poche, son bord déchiqueté, désormais un talisman de sa détermination. Ce soir, elle dormirait peu. Son esprit déjà tourné vers la réunion du lendemain, où elle présenterait non seulement un plan d'acquisition, mais une vision pour un avenir où le respect ne serait pas négociable. Et alors que le ciel s'assombrissait, Élise Dubois sut que sa révolte, née dans les nuages, redessinerait les horizons d'Air Atlantique, un passager à la fois. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident du vol 412, ce moment où Élise Dubois, PDG d'Horizon International, avait transformé une humiliation personnelle en un cri de justice qui avait ébranlé Air Atlantique. Aujourd'hui, elle se tenait sur la scène d'un auditorium flambant neuf, baigné par la lumière éclatante d'un écran géant, au siège d'Horizon Atlantic Airways, le nom né de la fusion audacieuse qu'elle avait imposée. La salle, pleine à craquer, vibrait d'une énergie nouvelle. Des mécaniciens aux mains cailleuses, des hôtesses de l'air aux uniformes impeccables, des cadres supérieurs en costumes taillés sur mesure, tous réunis dans une attente respectueuse. Au premier rang, Isabelle Garnier, fraîchement promue présidente de la division aérienne, ajustait nerveusement ses lunettes, son visage marqué par un mélange d'humilité et de détermination. À ses côtés, Lucas Martin, le jeune passionné d'aéronautique, et son père Pierre, l'ingénieur retraité, échangeaient des regards remplis de fierté. Sophie Leroux, la journaliste de Le Monde dont l'article avait amplifié la révolte d'Élise, était là aussi, son carnet ouvert, prête à capturer chaque mot. Élise leva une main élégante, et l'auditorium plongea dans un silence attentif, comme si la salle elle-même retenait son souffle. « Il y a 3 mois, commença-t-elle, sa voix chaude et assurée, comme une mélodie portée par le vent, nous avons affronté une crise. Un simple billet déchiré, un acte mesquin destiné à m'humilier, a révélé une faille profonde dans la culture de cette compagnie. Mais de l'adversité peut naître la transformation, et c'est ce que nous avons fait. Ensemble, derrière elle,
L'écran s'anima, affichant des graphiques colorés. La satisfaction des clients en hausse de 12%. Les scores de courtoisie des employés grimpant de 22%, les retards de vol réduits de 15%. Chaque barre, chaque courbe, était une preuve tangible du progrès né d'une exigence d'accountability. Les spectateurs hochèrent la tête, certains murmurant leur approbation, d'autres échangeant des regards émerveillés. Lucas, penché vers son père, murmura: « Elle parle comme une poétesse, mais ses mots construisent des ponts. » Pierre, un sourire discret aux lèvres, répondit: « C'est une visionnaire, Lucas. Elle ne se contente pas de parler, elle agit. » Sophie, griffonnant dans son carnet, nota: « Élise Dubois, la force tranquille d'un changement inéluctable. » Élise poursuivit, son regard balayant la salle, avec une intensité qui semblait toucher chaque personne présente. « Une refonte n'est pas seulement un nouveau nom ou un logo, » dit-elle, désignant l'écran où s'affichait le nouvel emblème d'Horizon Atlantic Airways, une aile stylisée d'Horizon fusionnée avec le phare iconique d'Air Atlantique, une ode à l'élégance française et à la solidité d'une tradition réinventée. C'est un engagement envers l'équité, l'excellence et la responsabilité. Nous avons écouté vos retours, vos plaintes, vos espoirs. Nous avons formé nos équipes à l'inclusion, donné une voix aux employés de première ligne et instauré des audits culturels trimestriels menés par une firme indépendante. » Elle fit une pause, laissant ces mots s'installer dans l'esprit de l'audience. Puis, d'un geste gracieux, elle fit un signe à Isabelle Garnier, qui se leva, accueillie par une vague d'applaudissements. « Merci Isabelle, pour avoir guidé cette transformation avec courage. » Isabelle, les yeux légèrement humides, inclina la tête, reconnaissante. Élise cliqua sur une télécommande, et un rideau à l'arrière de la scène s'ouvrit lentement, révélant une maquette grandeur nature de la nouvelle cabine de première classe. Les sièges en cuir crème, aux lignes épurées, étaient équipés d'écrans intégrés dernier cri. Les allées, élargies, invitaient à la sérénité. Une palette de couleurs olive et or évoquait l'élégance d'un hôtel particulier parisien. Des exclamations d'admiration emplirent la salle, un murmure collectif de surprise et d'émerveillement. Une hôtesse, Claire Beaumont, désormais affectée à un poste administratif après l'incident, observait depuis le fond de la salle, son visage marqué par une honte silencieuse, mais aussi par une lueur de respect naissant. Élise descendit de la scène, ses talons claquant doucement sur le parquet, et marcha parmi ses collègues, s'arrêtant pour serrer des mains, échanger des regards, écouter des murmures de gratitude. Une jeune mécanicienne, Amélie, une femme aux cheveux attachés en queue de cheval et aux ongles encore tachés de graisse, s'approcha timidement. « Madame Dubois, merci de nous avoir donné une voix, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Élise posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de chaleur. « Merci à vous, Amélie, d'avoir osé la prendre. » Le changement est une voix à double sens. L'audience se leva, l'ovation résonnant comme un hymne à une transformation collective, un écho de la révolte silencieuse qu'Élise avait déclenchée 3 mois plus tôt. Dans les coulisses, Sophie Leroux s'approcha. Son article déjà publié dans Le Monde, sous le titre « La révolte en altitude. Comment une PDG a transformé une compagnie aérienne. » « Vous avez changé plus qu'une compagnie, Madame Dubois, » dit-elle, ses yeux brillants d'admiration. « Vous avez redonné espoir à ceux qui pensaient que le respect était un luxe. » Élise sourit, touchée par la sincérité de la journaliste. « Ce n'est que le début, Sophie. Une compagnie ne vole haut que si ses fondations sont solides. » Lucas, qui s'était faufilé près de la scène avec son père, tendit son carnet à Élise. « Madame Dubois, je veux être ingénieur aéronautique. Et vous êtes mon inspiration. Voulez-vous signer mon carnet ?» Élise, surprise par la candeur du jeune homme, prit le stylo qu'il lui tendait, un simple bic, loin de son Mont Blanc, et signa d'une écriture fluide. « À Lucas, rêve grand et vole haut. Élise Dubois. » Elle lui rendit le carnet. Et Lucas, rougissant, murmura un « merci » à peine audible. Pierre, à ses côtés, posa une main sur l'épaule de son fils, son regard débordant de fierté. Dans les bureaux d'Horizon Atlantic Airways, les changements étaient palpables. Jacques Moreau, le superviseur qui avait orchestré la rétrogradation d'Élise, avait été licencié immédiatement après une enquête interne confirmant ses agissements. Isabelle Garnier, après un congé temporaire pendant l'audit, avait repris son poste avec un engagement renouvelé pour la transparence. Une commission de révision de la sécurité, composée de membres d'Horizon et d'Air Atlantique et présidée par un expert indépendant, avait été mise en place. Des formations obligatoires sur l'inclusion et le respect, déployées à l'échelle de l'entreprise, avaient transformé l'atmosphère, autrefois lourde de méfiance, en une énergie nouvelle. Les agents d'enregistrement, briefés sur les nouvelles politiques, affichaient désormais des sourires sincères.
Les mécaniciens, responsabilisés, travaillaient avec une rigueur renforcée, même les salons de première classe, jadis réservés à une élite distante, arboraient des panneaux, invitant les passagers à donner leur avis sur le service et l'inclusion. Élise, depuis son bureau temporaire surplombant la baie de Biscayne, observait les écrans numériques dans le hall d'entrée. Deux manchettes s'affichaient côte à côte. Horizon Atlantic Airways lance un audit culturel d'envergure et leadership réformé. Un nouveau départ pour l'ancienne Air Atlantique. Elle toucha le morceau de billet déchiré dans sa poche, désormais un symbole non plus d'humiliation, mais de victoire. Ce qui avait commencé comme un affront personnel s'était mué en une révolution culturelle, une vague qui avait balayé les vieilles pratiques et redonné du souffle à une compagnie centenaire. Dans une salle de réunion adjacente, Isabelle Garnier lisait à voix haute les dernières mesures adoptées. Jacques Moreau, licencié pour violation des politiques. Audit financier en cours sous supervision externe. Formation obligatoire sur l'inclusion déployée à 100% des employés d'ici la semaine prochaine. Audit trimestriel de conformité pour les 2 prochaines années. Chaque point était accueilli par un silence respectueux, ponctué de hochements de tête. Philippe Renaud, désormais président par intérim, s'éclaircit la gorge. Ces mesures sont plus rigoureuses que tout ce que nous avions imaginé, admit-il, sont-on empreint d'une humilité nouvelle. Mais elles étaient nécessaires. Merci, Madame Dubois, de nous avoir forcés à regarder la vérité en face. Élise inclina la tête, un geste gracieux mais ferme. Merci à vous d'avoir agi. La culture ne change pas avec des excuses, elle change avec des actes. Plus tard, sur le balcon de son hôtel à Miami, Élise contemplait la baie scintillante, un verre d'eau pétillante à la main. Intact. Le soleil couchant peignait le ciel de rose et d'or, une toile mouvante qui semblait refléter l'ampleur de ce qu'elle avait accompli. Elle repensa au vol 412, à ce moment où Claire Beaumont avait déchiré son billet, à la voix de Jacques Moreau dans cet enregistrement, à la sensation de solitude dans la cabine d'Économie Plus. Mais elle pensa aussi à Lucas, à son pouce levé, à Sophie, à son article, à Amélie, à sa voix tremblante. Ils étaient les visages de ceux pour qui elle s'était battue, ceux qui, comme elle, avaient trop souvent été relégués à l'arrière-plan. Son téléphone vibra, un message de Lucas. « Madame Dubois, j'ai lu l'article de Sophie. Vous êtes ma héroïne. » Élise sourit, tapant une réponse rapide. « Merci Lucas. Nous méritons tout le respect. Continue de rêver grand. » Puis, un autre message arriva, de Sophie. « Mon article est en une. Vous avez changé l'histoire, Élise. » Elle répondit. « Nous l'avons changée ensemble, alors que la nuit tombait sur Miami. Les lumières de la skyline s'allumaient une à une, comme des étoiles tombées du ciel. » Élise ferma les yeux, savourant la chaleur du moment. Elle avait transformé une blessure personnelle en un mouvement collectif, une révolte silencieuse en une renaissance éclatante. Ce n'était pas seulement une question de sauver une acquisition ou de réformer une compagnie. C'était une question de prouver que le respect, une fois exigé, ne pouvait être défait. En quittant le balcon, elle jeta un dernier regard à la baie, où les reflets des lumières dansaient comme des promesses. Le morceau de billet dans sa poche, désormais usé par le temps, était plus qu'un souvenir. C'était un étendard, un rappel que le pouvoir véritable ne réside pas dans les titres ou les sièges, mais dans le courage de se lever, de parler et de transformer. Élise rentra dans sa suite, prête à retourner à Paris, mais son cœur restait ici, avec ceux qui avaient choisi de reconstruire plutôt que de résister. Horizon Atlantic Airways n'était plus seulement une compagnie aérienne. C'était un symbole d'un avenir où chaque passager, chaque employé, chaque voix comptait. Et alors que l'avion qui la ramènerait chez elle décollait, Élise sut que sa révolte, née dans les nuages, avait redessiné les horizons, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui osaient voler. L'histoire d'Élise Dubois dans la révolte en altitude n'est pas seulement celle d'une femme confrontée à une injustice personnelle. C'est un miroir tendu vers chacun de nous, révélant les dynamiques de pouvoir, de respect et de résilience qui façonnent nos interactions quotidiennes. En tant que Française, je me suis plongée dans ce récit avec une sensibilité particulière, influencée par notre culture qui valorise l'élégance dans l'adversité, la dignité face à l'humiliation et l'art de transformer une épreuve en une opportunité de changement. À travers les 3 chapitres de cette saga, Élise incarne des valeurs profondément ancrées dans l'âme française: l'honneur, la justice et la quête d'un idéal plus grand que soi. Mais au-delà de son contexte aéronautique, ce récit offre des leçons universelles, des enseignements que nous pouvons appliquer à nos vies, que ce soit dans un bureau, une salle de classe ou une conversation familiale autour d'une table en chêne.
Voici mes réflexions sur ce que cette histoire nous apprend et comment nous pouvons en tirer parti pour grandir, agir et inspirer. Dès le premier chapitre, l'humiliation dans les nuages, Élise Dubois nous confronte à une vérité brutale. L'injustice peut surgir là où on s'y attend le moins, même dans les espaces les plus raffinés, comme la cabine de première classe d'un avion. Lorsqu'elle est rétrogradée de son siège 1A à l'économie plus, puis voit son billet déchiré par Claire Beaumont, Élise ne se contente pas de subir. Elle transforme cette offense en une occasion de défendre non seulement sa dignité, mais celle de tous les passagers. Cette scène m'a frappé par son intensité émotionnelle. En France, où l'étiquette et le respect des formes sont des piliers sociaux, un tel acte public d'humiliation est presque sacrilège. Pourtant, Élise ne cède pas à la colère brute. Une réponse qui aurait pu être tentante, mais stérile. Au lieu de cela, elle canalise son indignation en une action réfléchie, contactant la DGAC pour exiger des comptes. Cette maîtrise de soi, cette capacité à transformer une blessure personnelle en une cause collective, est une leçon essentielle. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où notre valeur est remise en question. Une remarque désobligeante au travail, un jugement hâtif dans un cercle social, une exclusion subtile mais douloureuse. Comme Élise, nous devons apprendre à répondre avec une dignité qui ne s'abaisse pas au niveau de l'offense, mais qui élève le débat, qui exige le respect non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui partagent notre espace. Le personnage de Lucas Martin, ce jeune passionné d'aéronautique, ajoute une dimension humaine à cette leçon. Son admiration pour Élise, son pouce levé dans la cabine, son carnet où il note Élise Dubois, courage, reflète une vérité que nous chérissons en France. L'inspiration naît souvent des actions des autres. Lucas représente la jeunesse, celle qui observe, apprend et rêve grand. Sa présence me rappelle que nos actes, même dans les moments les plus sombres, sont vus, absorbés, et peuvent semer des graines pour l'avenir. Combien de fois avons-nous été, sans le savoir, le Lucas de quelqu'un d'autre? Combien de fois une parole, un geste, une résistance silencieuse a-t-elle inspiré quelqu'un dans l'ombre? Cette idée m'incite à réfléchir à ma propre responsabilité. Chaque choix, chaque mot, peut être un phare pour quelqu'un qui cherche une direction. En appliquant cette leçon, je m'efforce désormais de considérer l'impact de mes actions non seulement sur moi-même, mais sur ceux qui m'entourent, qu'ils soient collègues, amis ou inconnus. Dans le deuxième chapitre, le face au sommet, Élise passe de la cabine exiguë d'un avion à la salle de conférence d'Air Atlantique, où elle confronte un conseil d'administration rétissé avec des preuves accablantes. Ce moment est un chef-d'œuvre de stratégie et de courage, des qualités que nous, Français, admirons dans nos héros, qu'il s'agisse de Jeanne d'Arc défiant les puissants ou de Simone Veil défendant des causes justes avec éloquence. Élise ne se contente pas de dénoncer Jacques Moreau. Elle utilise des faits, logs, enregistrements, anomalies de maintenance, pour bâtir un argumentaire imparable. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sa capacité à transformer une situation personnelle en une question de principe universel. Elle ne demande pas seulement réparation pour elle-même, mais une refonte culturelle pour garantir la sécurité et le respect de tous. Cette approche résonne profondément avec notre culture française, où l'idée de bien commun est centrale, qu'il s'agisse de défendre les droits sociaux ou de préserver l'héritage culturel. Dans ma propre vie, j'ai tiré de ce chapitre une leçon précieuse. Face à l'injustice, il ne suffit pas de se plaindre. Il faut agir avec stratégie, en s'appuyant sur des faits et en visant un changement qui profite à tous. Que ce soit dans une discussion professionnelle ou une cause communautaire, je m'efforce désormais de construire mes arguments avec clarté et de chercher des solutions qui transcendent mes propres intérêts. Sophie Leroux, la journaliste, joue un rôle clé dans ce chapitre. Sa décision de documenter l'incident et de publier un article dans Le Monde amplifie la portée de l'action d'Élise. Sophie incarne une valeur que nous chérissons en France, le pouvoir de la plume, la capacité des mots à façonner l'opinion publique et à exiger des comptes. Son engagement discret mais déterminé me rappelle que chacun de nous, à notre échelle, peut contribuer au changement. En tant que spectatrice de cette histoire, je me sens inspirée à utiliser ma propre voix, que ce soit dans un courriel, une conversation ou un post sur les réseaux sociaux, pour défendre ce qui est juste. Sophie nous enseigne que le silence est complice, mais que l'action, même modeste, peut faire basculer la balance. Appliquer cette leçon dans ma vie signifie oser parler, même lorsque c'est inconfortable, et soutenir ceux qui, comme Élise, se battent pour un monde plus équitable. Le troisième chapitre, la renaissance d'un empire aérien,
est une célébration de la transformation. Élise, debout sur la scène d'Horizon Atlantic Airways, présente les résultats d'une refonte culturelle. Des employés formés à l'inclusion, des audits réguliers, une cabine de première classe, repensée avec une élégance française. Ce moment est empreint d'une émotion que nous, Français, comprenons intimement. La fierté de reconstruire, de faire renaître quelque chose de beau après la tempête. Élise ne se contente pas de réparer une compagnie. Elle redéfinit ce que signifie voler avec dignité. Ce chapitre m'a appris que le changement durable exige du temps, de la persévérance et une vision partagée. Dans ma vie quotidienne, cela se traduit par une volonté de m'engager dans des projets à long terme, qu'il s'agisse de cultiver des relations plus profondes avec mes proches ou de contribuer à des initiatives communautaires. Comme Élise, je veux bâtir des ponts, pas seulement des victoires éphémères. L'histoire d'Élise m'a également fait réfléchir à l'importance de l'élégance dans l'adversité. En France, nous valorisons l'idée de savoir vivre, même dans les moments les plus difficiles. Élise ne crie pas, ne s'effondre pas. Elle agit avec une grâce qui force le respect. Cette attitude me pousse à m'interroger. Comment puis-je rester fidèle à mes valeurs, même sous pression? Dans mes interactions professionnelles ou personnelles, je m'efforce désormais de répondre avec calme et détermination, en me souvenant qu'une voix posée peut être plus puissante qu'un cri. Cette leçon est particulièrement pertinente dans un monde où les tensions sont fréquentes, où les réseaux sociaux amplifient les conflits. Comme Élise, je veux choisir la dignité, non comme une façade, mais comme une force intérieure. Enfin, l'histoire met en lumière l'importance des alliés inattendus. Lucas, Sophie, Amélie, chacun, à sa manière, soutient Élise, prouvant que le changement n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. En France, où la solidarité est une valeur cardinale, ce message résonne fortement. Il me rappelle que je dois chercher et offrir du soutien. Que ce soit en écoutant un collègue en difficulté ou en défendant une cause commune. Cette solidarité, tissée dans les petites actions, est le moteur du progrès. Appliquée à ma vie, cette leçon m'incite à construire des réseaux de soutien, à reconnaître les contributions des autres et à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un geste simple, comme le pouce levé de Lucas. Si cette histoire d'Élise Dubois vous a inspiré, si elle vous a fait réfléchir à la manière dont vous pouvez défendre le respect et la justice dans votre propre vie, alors agissez. Cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien à ce message de courage et de transformation. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'une seule voix peut changer un système. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui célèbrent la résilience et l'espoir. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris. Comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre quotidien? Ensemble, transformons les petites révoltes en grandes renaissances. À vos claviers, à vos partages. Faisons voler ce message plus haut que les nuages.